Bien, je vais vous proposer de commencer, puisqu'il est 19h passé. Bonsoir à toutes et à tous. Il nous faut désigner un secrétaire de séance. Alors, je crois que la dernière fois, c'était Thomas Delaunay. Donc, je proposais que Céline Secaille puisse être notre secrétaire de séance. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je ne pense pas. Qui est contre, qui s'abstient, donc à l'unanimité, et je vous en remercie. Alors, nous allons vérifier que nous avons le quorum. Je suis présent. Nathalie Lecordier. Présent. Et Jean-Marc Chevalier est absent excusé. Françoise Lacaille-Léné. Olivier Marical. Présent. Jocelyne Brochard. Présent. Christophe Barré. Présent. Marie Chaillet. Présent. Xavier Auguel donne pouvoir à Christophe Barré. Marie-France Fouchard. Présent. Isabelle Bergenot doit arriver normalement. Patrice Renaud. Présent. Philippe Jouet est absent excusé et donne pouvoir à Patrice Renaud. Catherine Recher donne pouvoir à Jocelyne Brochard. Laetitia Hertz. Jean-Luc Delceau. Fatima Bouchama donne pouvoir à Françoise Lacaille-Léné. Céline Secaille. Quentin Bousse est absent pour le moment aussi. Antoine Ojeda. Thomas Delaunay. Annick Bonneau. Monique Dubec. Jean-Christophe Châtelain. Gilles Thomas. Aude Eragne. Baptiste Boulan. Pascal Guillouet. Véronique Michaud et Isabelle Bergenot, qui vient de nous rejoindre. Pas de souci, on commençait juste, donc nous sommes évidemment suffisamment pour pouvoir délibérer ce soir. Je vous propose de passer au procès-verbal de notre dernière réunion estivale du 5 juillet dernier. Est-ce que cela appelle de votre part des questions, des remarques ou commentaires ? S'il n'y en a pas, je vais remercier d'abord l'administration qui participe à cette rédaction. Et je vais mettre aux voix, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc il est adopté à l'unanimité. Ensuite, nous avons l'habitude de passer les décisions du maire prises dans le cadre de la délégation du Conseil. Est-ce que cela appelle aussi des remarques ou des questions ? Elles sont relativement habituelles, notamment sur les concessions. S'il n'y en a pas, je vais donc vous proposer de passer directement aux délibérations. Donc la première délibération porte sur notre règlement intérieur du conseil municipal et je vous propose de le modifier. En effet, une ordonnance qui est sortie le 7 octobre 2021 a modifié en fait les règles de publicité des actes des collectivités territoriales dans le but aussi de les simplifier et puis de privilégier forcément aujourd'hui le numérique, le recours à la dématérialisation. Donc il est nécessaire pour cela de modifier un peu notre règlement intérieur en la matière, notamment dans ces articles 23 et 24, c'est en fait pour adapter à la nouvelle réglementation qui est en vigueur. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que nous avons installé devant la mairie une borne numérique qui facilite ainsi à toute heure la consultation des différents actes administratifs, comme les permis de construire par exemple aussi. Voilà, est-ce que cela appelle de votre part aussi des questions, remarques, particulièrement donc Annick Bonneau, oui. Alors il faut prendre le micro. Merci. Il ne faut pas appuyer. Il faut parler. Merci. J'aimerais bien avoir nous aimerions bien avoir un certain nombre d'informations parce que le but de la modification de ce règlement intérieur, c'était la dématérialisation de la publicité des délibérations, si j'ai bien compris. Et on nous annonce donc un article 25 qui a été créé. Mais l'article 25 fait référence à un registre des délibérations qui est sur support papier. Alors, quelles sont les choses qui étaient sur support papier et qui deviennent possibilité d'être dématérialisées ? On n'a pas tellement compris l'objet de ces modifications. Il reste en fait toujours un exemplaire papier, un support papier qui existe effectivement, mais vous le savez, aujourd'hui, on peut plus facilement communiquer l'ensemble des annexes, par exemple, qui sont parfois très épaisses et qui ne nécessitent plus aujourd'hui de les avoir sous forme de support papier, notamment. Donc aujourd'hui, vous avez tous une tablette avec l'ensemble des délibérations et la multitude, je dirais, d'annexes si nécessaire, pour vous donner la meilleure information possible. Et tout cela, effectivement, n'a plus besoin aujourd'hui de support papier particulièrement. Donc, mais quand un citoyen demande à consulter ces documents-là, il les consultera de quelle façon ? Sur le registre papier ou sur... Non, d'une manière tout à fait dématérialisée, sur le site internet de la ville notamment.
toutes nos délibérations sont accessibles sur le site internet de la ville. D'accord. En fait, seule une liste est affichée qui donne effectivement l'ordre du jour, donne le corps de la délibération, mais pour tout ce qui est ensuite, je dirais, l'ensemble du dossier, de la note de synthèse que vous avez pu recevoir, toutes nos délibérations sont publiques et par définition sont sur le site internet de la ville. Vous pouvez les consulter quand vous le souhaitez. D'accord. Et est-ce qu'il y a un lien entre les formats de caractères qui sont utilisés? On a des caractères en italique à certains endroits et des caractères d'autres. Ah, ils sont maintenus, ceux-là, sur le site. C'est pas une question de... C'est pas les parties qui ont été modifiées qui sont en italique, par exemple, et les autres qui sont en caractère droit. Non. Ce qui est en italique, en fait, ce sont les articles, références aux articles du Code général des collectivités territoriales. Oui, juste une petite remarque qu'on a bien aimée aussi, c'est le vote et de façon régulière par main levée. Le vote doit se faire à main levée. Le vote se fait à main levée, oui. Oui, quasiment jamais ici. À main levée? Bon, mais très rare. À chaque fois. Très rare. Quand vous vous opposez, je vous demande bien de lever la main. Le vote, non, mais je le considère... vote, oui. Mais si vous voulez qu'on lève la main, on peut lever la main. Mais en règle générale, c'est pour ça qu'on commence par... On voit rarement lever la main. C'est pour ça qu'on commence en fait par l'opposition au texte, opposition au texte, abstention au texte, et puis après on peut penser que par déduction, le reste est favorable. Donc on vous et je pense qu'il y aurait une explication de vote s'il n'y avait pas de prise de C'était juste vote. Un clin d'œil. Hein. Oui. Alors, Quentin Bousse est arrivé également, fait partie de notre assemblée. Donc, je vais mettre aux voix qui est contre ce changement sensible de la modification du règlement intérieur, qui s'abstient. Donc, elle est adoptée à l'unanimité. Alors, une délibération ensuite qui est assez difficile humainement à faire passer. D'abord, effectivement, pour préserver la bonne marche de l'administration municipale, eh bien, vous le savez, le Code général des collectivités territoriales précise que le maire peut déléguer une partie ou toute une partie de ses fonctions donc à un adjoint. C'est ce que nous faisons en règle générale en début de mandature. Donc la décision du maire, en revanche, peut lui retirer des délégations qui sont prises par arrêté. Donc je peux effectivement, à un des adjoints, lui retirer la délégation. Cependant, le conseil municipal doit aussi se prononcer sur le maintien dans ses fonctions d'adjoint à qui le maire peut avoir retiré les délégations. Donc on est adjoint par le conseil municipal et on a des délégations par arrêté municipal. Donc j'ai décidé effectivement de retirer la délégation à notre adjoint au sport, donc à Jean-Marc Chevalier, pour des raisons médicales, qui fait qu'il ne peut plus aujourd'hui, depuis maintenant de nombreux mois, assurer cette représentation auprès du mouvement sportif, et il en a d'ailleurs été aussi informé. Donc c'est une décision, vous le comprendrez, qui est difficile humainement à prendre, parce qu'il est avec nous dans notre équipe depuis de nombreuses années, voire de nombreux mandats, puisqu'il a pu commencer en 2001 avec moi, à mes côtés. Mais il y a évidemment la nécessité de la continuité du service auprès des sportifs qui nous impose bien d'être présents, d'accompagner donc la politique sportive auprès de nos associations qui sont nombreuses et qui attendent évidemment de notre part de répondre à leurs sollicitations. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette délibération, je vous propose donc de vous prononcer sur le retrait de Jean-Marc Chevalier dans sa fonction d'adjoint au maire. Voilà, je vous laisse réagir si vous le souhaitez. Et s'il n'y a pas de réflexion, je vais donc mettre aux voix cette délibération. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, pour le coup, je vais vous demander de lever la main. Et donc, à l'unanimité du conseil municipal. Et nous avons évidemment une pensée forte pour lui à cet instant. Et je vous propose de passer à la délibération suivante. Puisque nous avons un adjoint de moins dans le conseil municipal, je vais vous proposer de retrouver donc un nouvel adjoint au maire
Donc, par délibération du début de la mandature, eh bien, nous avions décidé de fixer le nombre d'adjoints à 8. Le conseil municipal vient donc de se prononcer à l'unanimité pour la cessation de ses fonctions d'adjoint au maire de Jean-Marc Chevalier. Et nous devons donc maintenant élire un nouvel adjoint pour prendre place. Alors, en termes de rang, il se situera donc dans l'ordre du tableau des adjoints au rang suivant, donc au huitième rang. Cette élection, puisqu'il s'agit d'une élection du conseil municipal, doit se dérouler donc au scrutin secret, à la majorité absolue, comme nous l'avions fait lors du début de la mandature. Et je viens donc maintenant à enregistrer donc les candidatures à ce poste de 8e adjoint. Et je vais donc poser la question de la candidature. Donc je me tourne peut-être vers Antoine Ojeda, qui est proposé par le groupe majoritaire pour être le 8e adjoint en charge des sports. Voilà. Monsieur Châtelain, oui. Je suis candidat. Bien. Donc nous avons 2 candidats, effectivement. Deux candidatures sont enregistrées. Donc pour cela, vous avez devant vous une enveloppe. Alors je vous propose de prendre la beige, les beiges, là. Alors vous avez les deux normalement. Hein. Voilà. Et vous avez. Comment ? Oui. Oui. Et donc vous avez 2 bulletins devant vous. Donc à vous d'inscrire le nom du candidat que vous avez choisi. Alors, pour constituer le bureau de vote, il nous faut aussi proposer de désigner 2 scrutateurs, un par groupe, je vous le propose. Donc, je vais proposer que Thomas Delaunay puisse être un scrutateur. Et puis, je vous laisse le loisir peut-être dans le groupe de choisir. Aude, peut-être ? Comme scrutateur ? Oui ? Voilà, donc Thomas et Aude... Scrutatrice. Trice, on dit. Alors, je vais demander à l'administration de rapprocher l'urne. Et je vais donc faire l'appel nominal. Donc, Pascal Houbron, je vote. À voter. Nathalie Lecordier, à voter. Françoise Lacaille-Lenné, à voter. Olivier Marical, à voter. Jocelyne Brochard, à voter. Christophe Barré, à voter. Marie Chaillet, à voter. Presque. Donc Xavier Auguel qui donne pouvoir à Christophe Barré. Marie-France Fouchard. Isabelle Bergenot. Patrice Renaud. Philippe Jouet a donné pouvoir à Patrice Renaud. Catherine Recher qui a donné pouvoir à Jocelyne Brochard. Laetitia Hertz. Jean-Luc Delso a voté, donc. Jean-Luc Delso a voté. Fatima Bouchama a donné pouvoir à Françoise Lacaille-Lenné. Elle a voté. Céline Secaille. Quentin Bousse. Antoine Ojeda. Thomas Delaunay. Annick Benoît. Monique Dubec a voté. A voté. Jean-Christophe Châtelain a voté. Gilles Thomas a voté. Aude Eragne
À voter. Baptiste Boulan. À voter. Pascal Guillouet. À voter. Et Véronique Michaud. À voter. Alors je vais demander aux scrutateurs de venir dépouiller. Je vous remercie donc de recompter le nombre d'enveloppes. Qu'est-ce qu'il note ? Jean-Christophe. Antoine. Antoine Ojeda. Et Antoine Ojeda. 27. Bien, merci aux scrutateurs que je vais demander tout à l'heure de revenir. Donc, sont trouvés dans l'urne 28 bulletins, donc suffrage exprimé 28, la majorité absolue étant à 15. Donc, Antoine Ojeda a obtenu 22 voix et Jean-Christophe Chatelain a obtenu 6 voix. Donc, c'est Antoine Ojeda qui a obtenu la majorité absolue des suffrages au premier tour et déclaré donc élu en qualité de 8e adjoint
et immédiatement installé dans ses fonctions, il aura la même délégation que son prédécesseur. Donc je vais l'inviter à venir me rejoindre et on va le féliciter. Alors, symboliquement, Antoine, je vais te remettre ton écharpe. Voilà, dans le bon sens. Je rappelle que c'est bleu, blanc, rouge, et pas rouge, blanc, bleu, mais peut-être qu'un jour... Parce que c'est un parlementaire, rouge, blanc, bleu. Merci. Merci. Si tu veux dire quelques mots. Au micro, peut-être. Peut-être au micro, oui. Ça sera plus. Quelques mots très rapides. Merci évidemment Pascal. Une pensée forcément pour Jean-Marc. C'est pas de gaieté de cœur que cette décision a été prise. Donc on pense évidemment à lui. Il verra peut-être les images et nos pensées vont vers lui. Heureux évidemment à titre personnel puisque c'est une commune que je connais bien puisque j'y suis né, j'y ai grandi, j'ai pratiqué beaucoup de sport sur la commune. Je continue à y aller régulièrement, je crois certains d'entre vous aussi autour de l'hippodrome notamment. Et donc forcément les nouveaux défis qui s'annoncent sont forcément palpitants, intéressants et challengeants. On a plein de choses à faire et je me réjouis avec ma commission de pouvoir faire tout ça et avancer dans le bon sens évidemment pour le bien de la commune. Donc merci à tous. Merci Antoine. Alors évidemment, la suite, il y a des conséquences donc à ce changement. Et la prochaine délibération en tient compte, puisque je vous rappelle que nous sommes... Alors, la mise aux voix de la délibération, malgré le vote. Alors, qu'est-ce que je dois mettre au vote, du coup? L'élection en elle-même. La délibération. Comme quoi, on acte le résultat, alors. C'est plutôt comme ça, dans ce sens. Bon, alors, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc, elle est adoptée à l'unanimité, je vous en remercie, mais au moins c'est acté. Et puis donc j'arrive à vous parler du syndicat intercommunal, donc qui regroupe des délégués des 2 communes au sein même du syndicat de piscine, donc 4 délégués titulaires et 2 délégués suppléants. Le 28 mai 2020, nous avions décidé que Jean-Marc Chevalier avait été désigné aussi comme membre de ce comité syndical. Alors pour la bonne marche de ce syndicat et de l'administration et compte tenu de son impossibilité aujourd'hui de continuer à assurer ce rôle de représentant auprès du comité syndical, eh bien il convient effectivement aussi de procéder à son remplacement. Donc cette élection a lieu de la même manière que nous venons de le faire par scrutin secret aussi, à la majorité absolue. Et pour le remplacer, moi je vous propose que notre adjoint au sport fasse partie de ce syndicat intercommunal. Donc je vous propose la candidature d'Antoine Ojeda et j'ouvre évidemment si une deuxième candidature se fait jour. Donc Monique Dubec. J'aurais gagné mon pari. Pardon. Voilà, donc 2 candidatures, Antoine Ojeda et Monique Dubec. Donc de la même manière, bien sûr, Annick Bonneau, oui. Si vous prenez le micro. Merci. Il n'y a pas un suppléant de nommer aussi, parce qu'en fin de compte, il va y avoir un suppléant en moins sur cette commission. Non, puisqu'il était titulaire, donc on remplace un titulaire par un titulaire, donc on ne touche pas au suppléant. Ok. Et qui était, oui, c'est une autre délibération un peu plus loin, alors oui. Pour le cas de ça. Qui est l'autre titulaire? C'est Olivier Marical qui est titulaire du SI2B, c'est ça? C'est Olivier, oui. Bien, je vais procéder donc à l'appel nominal. Donc, je vais voter. Nathalie Lecordier a voté. Jean-Marc Chevalier, donc absent. Françoise Lacaille-Lenné. Olivier Marical a voté. Jocelyne Brochard a voté. Christophe Barré a voté. Marie Chaillet a voté. Xavier Auguel a voté. Antoine Ojeda
À voter. Marie-France Fouchard. À voter. Isabelle Bergenot. Pas tout à fait. Voilà. Merci. Isabelle Bergenot, donc. Patrice Renaud. À voter. Philippe Jouet. Donner pouvoir à Patrice Renaud. À voter. Catherine Recher a donné pouvoir à Justine Brochard. À voter. Laetitia Hertz. À voter. Jean-Luc Delceau. À voter. Fatima Bouchama a donné pouvoir à Françoise Lacaille-Lenné. Et elle a voté. Céline Secaille. À voter. Quentin Bousse. À voter. Presque. À voter. Antoine Ojeda. Je l'ai fait. Thomas Delaunay. À voter. Annick Bonneau. À voter. Monique Dubec. À voter. Jean-Christophe Châtelain. À voter. Gilles Thomas. À voter. Aude Eragne. À voter. Baptiste Boulan. À voter. Pascal Illoué. À voter. Véronique Michaud. À voter. Donc nous allons assurer maintenant le dépouillement. Je demande aux deux mêmes personnes éventuellement de le faire. Céline est secrétaire, c'est pour ça. Vous étiez trop nombreux. Antoine. 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 Un bulletin nul. Ah non. Oh. Antoine. Monique Dubec. Antoine. 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 Antoine.
Merci. Nous sommes donc 24 présents, mais 28 votants avec les pouvoirs. Donc le nombre de suffrages exprimés 28, la majorité absolue étant à 15. Antoine Ojeda a obtenu 22 voix et Monique Dubec 6 voix. Donc il vous est proposé bien de désigner, de retirer la désignation de Jean-Marc Chevalier en tant que représentant de la commune et de désigner comme représentant de la commune donc Antoine Ojeda suite au vote du conseil municipal. Qui est contre, donc, qui s'abstient. Donc, Antoine Ojeda nous représentera donc effectivement à la piscine. On passe à la délibération suivante, qui porte cette fois-ci sur la composition de la commission éducation, jeunesse, petite enfance. Antoine Ojeda faisait partie de cette commission, et puis comme il est aujourd'hui adjoint, eh bien, il nous fallait en fait switcher, je ne sais pas comment on dit en français, transférer, remplacer Antoine donc, par Jean-Marc Chevalier, qui reste conseiller municipal, et c'est ce qui vous est proposé dans cette délibération. Donc, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, donc 6 abstentions. Elle est adoptée. On passe à la question suivante, qui porte cette fois-ci sur la composition de la commission d'appel d'offres. Jean-Marc Chevalier était titulaire dans cette commission et Catherine Recher en était suppléante. Je vous propose donc de faire en sorte que Madame Recher devient titulaire de la CAO en lieu et place de Jean-Marc Chevalier. La question était donc... Pourquoi ne pas renommer un nouveau suppléant par la place laissée par Catherine Recher? C'est pas, on n'est pas obligé de le faire et en règle générale on est présent en tant que titulaire. Parfois un suppléant suffit, mais je vous propose simplement que Catherine Recher étant plus disponible maintenant dans la mesure où elle est jeune retraitée, donc elle sera présente et puis la CAO se réunit quand même assez peu, malheureusement. Ça veut dire qu'on n'achète pas beaucoup. Donc c'est... alors après, si dans la suite, on voyait que ça nous manquait, eh bien, je vous proposerai un suppléant supplémentaire. Donc, sur cette candidature donc, de Catherine Recher comme titulaire, je vais mettre aux voix qui est contre, qui s'abstient. Donc, 6 abstentions. Cette délibération est adoptée. Nous passons ensuite à la commission MAPA, vous savez, la commission pour les marchés à procédure adaptée. En fait, on la calque sur la commission d'appel d'offres, donc c'est en fait la même délibération que la précédente, de permettre à Catherine Recher de devenir titulaire à la place de Jean-Marc Chevalier, donc qui est contre, qui s'abstient, donc 6 abstentions, elle est adoptée. On passe à la question 8, qui porte cette fois-ci sur le tableau des effectifs municipaux. Nous sommes dans le personnel municipal. Comme j'ai l'habitude de le dire, nous avons les chaises et les agents qui sont sur les chaises. Donc quand on bouge les chaises, on change les agents. Ou plutôt, quand les agents évoluent, on change les chaises. Donc vous avez le tableau que je ne vais pas reprendre comme cela. Elle est dans la note de synthèse. Donc si vous avez des questions ou des remarques. Monsieur Châtelain, oui. Oui, à la lecture du tableau, on s'aperçoit qu'il y a un nombre très important de départs. Et donc les deux questions que l'on se posait, c'est est-ce que les services RH ont fait un peu l'analyse de ce volume? Quelles sont les raisons qui poussent un certain nombre d'agents à quitter leur poste? Et puis la deuxième, c'est effectivement... Alors, on a peut-être mal lu, mal interprété le tableau, mais est-ce que tous les départs sont remplacés? Et comment? Alors, pour répondre à la première question, on constate effectivement que des agents
ont une mobilité plus facile qu'il y a quelques années. C'est vrai qu'on a été pendant longtemps à avoir une grande stabilité dans les effectifs de notre administration. Et depuis déjà quelques années, on s'aperçoit qu'il y a des mutations qui s'effectuent plus rapidement qu'on ne pouvait le voir. Donc on peut le constater, pas uniquement à Biorel, mais ça se constate, je dirais, dans l'ensemble des administrations. Moi, étant dans l'administration régionale, je m'aperçois aussi de ce phénomène. Et on peut le voir même dans la société. Je pense qu'aujourd'hui, la jeune génération ne rentre plus dans l'administration pour y rester toute sa vie. Donc on voit qu'aujourd'hui, il y a peut-être une conscience plus forte de la perspective de carrière. Donc ça, c'est un premier phénomène. Le deuxième phénomène aussi que l'on s'aperçoit, c'est que des administrations, par l'intermédiaire de la partie variable de la rémunération, qu'on appelle le régime indemnitaire, eh bien, attire aussi parfois peut-être un peu plus les agents. Alors évidemment, je dirais que la métropole, la région, voire peut-être même le département parfois, ont des régimes indemnitaires, des parties, des rémunérations plus variables, plus attractives, je dirais, que les collectivités de notre taille, qui, elles, ne peuvent évidemment pas avoir un régime indemnitaire plus important. Alors parfois on le revalorise pour garder nos meilleurs éléments, je dirais, mais ensuite c'est l'avantage dans la fonction publique, c'est que vous n'avez pas besoin de démissionner d'un poste pour repartir dans une autre administration. Vous gardez évidemment tous vos avantages quand on est fonctionnaire, votre ancienneté, votre grade, tous les avantages, voire même un peu plus. Si vous changez, c'est que vous espérez avoir, pourquoi pas, une rémunération supplémentaire. Donc on a effectivement une rotation plus forte. C'est un constat, et pas simplement parce qu'on pourrait cibler sur des services particuliers, mais c'est vrai dans l'ensemble des services, à la fois ici, dans la maison commune, comme dans des services déconcentrés. On voit aussi à la crèche, par exemple, beaucoup de changements. Pour répondre à la deuxième question, on réfléchit à chaque fois, du coup. Et on se dit, est-ce qu'on remplace un pour un ? Vous le savez, la masse salariale représente un poste très conséquent dans notre budget de fonctionnement, entre 50 et 55%. Et donc, c'est l'occasion à chaque fois de se reposer la question de si on peut réorganiser le travail. Et de se dire, bien, est-ce que ce n'est pas l'occasion, par la mutualisation, par la polyvalence, par la montée en compétences aussi de d'autres agents, eh bien, de faire quelques économies parfois. Alors, malgré tout, si on regarde le nombre de fonctionnaires titulaires, grosso modo, on reste à peu près au même niveau. On est 100 fonctionnaires territoriaux depuis de nombreuses années. On doit être à 101, je crois, à peu près aujourd'hui. Donc, alors parfois, et c'est la délibération suivante, on peut passer sur un contractuel, comme on dit, sur un contrat de droit privé. Mais le poste, la chaise, elle, reste malgré tout. Ensuite, sur le directeur des services techniques, on a aussi là réfléchi s'il y avait la nécessité d'avoir un poste d'ingénieur au niveau de la collectivité qui est la nôtre. Or, c'est vrai qu'on a perdu un grand nombre de compétences techniques. Voirie, éclairage public, assainissement, bref, des compétences certaines qu'on avait besoin au niveau du technique. Et lorsque nous avions autrefois un ingénieur, M. Mauger, pour ne pas le nommer, eh bien nous avions l'ensemble de ces compétences. Aujourd'hui, toutes ces compétences ont été transférées à la métropole. Donc aujourd'hui, on a besoin d'un directeur de service technique que je salue, puisqu'il vient d'arriver dans notre collectivité, qui correspond donc à ce niveau de compétences et qui a malgré tout beaucoup de travail encore à faire, même si des compétences sont parties. Donc il est vrai que du coup, nous avons changé aussi un peu de prétention sur ces différents postes. Voilà, globalement, pour vous dire, il n'y a pas véritablement de productivité qui est fait. Après, dans certains services, comme la crèche par exemple, là nous avons un encadrement obligatoire. Enfin, c'est encadré, donc pour le coup, c'est un remplacement un pour un. Donc voilà, notre politique de recrutement se veut le plus pragmatique possible. De la même manière, on peut peut-être annoncer aujourd'hui aussi que nous allons avoir un service supplémentaire à la ville de Biorel pour l'ensemble des Biorelais, qui est une très bonne nouvelle. L'État a accepté de reprendre les cartes d'identité et les passeports. On va à nouveau pouvoir le faire ici. Eh bien, je vous annonce aussi que nous allons le faire à effectif constant.
Donc il va falloir réorganiser le service état civil accueil pour que nous puissions malgré tout intégrer cette activité supplémentaire. Donc on voit bien l'effort aussi qui est réalisé par l'ensemble des agents pour réaliser ces prestations, je dirais l'ensemble des services, le maintien des services publics à un bon niveau, mais évidemment dans un rôle contraint par notre budget qui ne permet pas d'augmenter cette masse salariale. Voilà, j'espère avoir à peu près répondu à vos questions. Alors, sur le poste de policier municipal, alors c'est peut-être, effectivement, on avait inscrit 5 postes de policier municipal. On a déjà beaucoup de difficultés à recruter en fait de policiers. On a très régulièrement justement un turnover. Donc, on n'a pas souhaité donc recruter un 5e policier. Donc, en fait, on préfère aller plutôt sur le développement de la vidéoprotection, par exemple, ou sur d'autres types de présence policière qui, au jour d'aujourd'hui, ne justifiaient pas, en tout cas, d'avoir un 5e poste de policier municipal. Alors, oui. Juste pour rappeler qu'effectivement, la vidéosurveillance est un outil, notamment pour élucider les affaires qui ont été commises, les délits qui ont été commis, mais la présence humaine, qu'elle soit policière ou d'éducateurs, médiateurs de rue, est quand même assez primordiale sur le terrain de Biorel. Donc voilà, je pense qu'on peut regretter la suppression de ce poste-là, même si effectivement il est compliqué de recruter des policiers municipaux en ce moment. Avoir un poste ouvert, avoir une annonce qui est publiée sur un coin du site internet peut permettre quand même de capter à un moment ou à un autre une bonne candidature. Voilà, on regrette cette suppression de poste d'un policier municipal. Alors, ce n'est pas le poste qui est supprimé, hein, puisqu'il n'était pas en recrutement, précisément. Mais le tableau des effectifs a été réactualisé, en fait. Mais ce n'est pas suppression d'un poste. Hein. Ce n'est pas un policier qui n'est pas remplacé. On précise quand même. Qui avait été ouvert, mais qui n'avait pas été pourvu. Voilà, mais on n'a plus que 4 ouverts. Oui. C'est ça. Oui. Et donc, nous avons 4 policiers municipaux comme à l'heure actuelle. Je veux dire, ce n'est pas la suppression d'un policier municipal. Je mets aux voix ce tableau des effectifs, donc qui est contre, qui s'abstient. Donc 6 abstentions, il est adopté. Nous passons à la délibération suivante qui porte donc sur le recrutement d'un agent contractuel sur un emploi dit permanent. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Quand on ne trouve pas la compétence dans la fonction publique territoriale, nous avons la possibilité de recruter un emploi contractuel. Et c'est ce que je vous propose dans cette délibération sur un candidat détenant un DUT génie civil option bâtiment, donc qui correspond pour nous à la direction des services techniques, et une licence professionnelle bâtiment et construction. Et donc, je vous propose d'établir un contrat à durée déterminée d'une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2022 et renouvelable une fois par reconduction express. Avez-vous des questions ou des remarques? Monsieur Châtelain, oui. Totalement. Alors, je ne suis pas un grillologue patenté de la fonction publique territoriale, mais globalement, il est embauché au 6e échelon. Hein, j'ai vu sur la délibération, 6e échelon, ça veut dire en gros à peu près une 15aine d'années d'ancienneté en tant que titulaire. Or, c'est un jeune professionnel qui est recruté. Qu'est-ce qui justifie que vous preniez cette décision de recruter quelqu'un sur une grille de salaire plus élevée qu'un autre poste de titulaire, ce qui pénalise les titulaires qui ont candidaté et qui pèse aussi sur le budget de la commune? On aurait souhaité qu'ils soient plus nombreux à candidater, parce qu'en réalité, c'est la loi de l'offre et de la demande. C'est un peu ce qui se passe dans les rotations, hein, c'est-à-dire qu'on va vers le plus offrant. Donc, on n'a pas une particularité ici d'une politique de rémunération incitative particulièrement. Donc c'est un salarié donc, qui avait déjà en fait ce grade et cet échelon dans sa collectivité. Donc il était difficile de le recruter en lui disant il faut descendre dans vos prétentions
de grade et de rémunération. Il serait évidemment, je pense, pas venu. On n'aurait pas pu avoir ce candidat si nous n'étions pas, alignés finalement sur la rémunération actuelle. Annick Benoît, oui. Je voudrais quand même appuyer un petit peu la remarque que Jean-Christophe fait. On s'aperçoit dans toutes les collectivités ou les administrations qu'il y a de plus en plus de recrutements qui sont faits sur des contrats à durée déterminée, qui permettent effectivement de négocier éventuellement la rémunération, peut-être parce que les rémunérations des agents du service public ne sont pas à la hauteur de ce qu'elles devraient être. Il y a quand même un problème qui est un problème général, et notamment dans l'éducation nationale. Christophe Barré doit pouvoir le savoir. Il y a des jeunes qui commencent le métier et qui sont payés plus cher que des anciens qui ont déjà 10 ou 15 ans d'ancienneté. Et ça pose quand même un problème de déontologie sur la responsabilité de l'espace public qui ne rémunère pas correctement ses agents et qui préfère donc c'est certain, pas intégrer les... C'est un débat qui nous dépasse, puisque ce n'est pas nous qui décidons ici de la politique de rémunération des fonctionnaires. Je vous rappelle qu'il y a 3 fonctions publiques. Il y a la fonction publique d'État, puisque vous parlez d'éducation nationale, on n'est pas directement concerné. La fonction publique territoriale, qui est la nôtre, qui est quand même extrêmement rigide, dans ses règles, moi je le trouve, en tout cas... demanderait sûrement plus de souplesse peut-être pour nous permettre de temps en temps de peut-être mieux rémunérer, je dirais, au mérite d'une certaine manière, en tout cas sur objectivation. Et puis voilà, parce que le principe d'égalité pas forcément toujours le plus motivant pour certains agents en tout cas, mais ça, encore une fois, ça nous dépasse assez. Et puis enfin la fonction publique hospitalière est la 3e fonction publique qui elle-même souffre aussi parfois d'une rémunération qui ne correspond pas forcément à leurs compétences. Voilà, en tout cas, moi, je vous propose ici de recruter cet emploi d'agent contractuel sur un emploi permanent, et donc qui est contre cette délibération, qui s'abstient, donc 6 abstentions, et elle est adoptée. Je cède maintenant la parole à Nathalie Lecordier. Monsieur le maire, il s'agit là d'une délibération qui concerne une manifestation qui a déjà eu lieu. Donc on a déjà inauguré la plaque Paul Gauguin dans le square Verdrel. Donc voilà, juste... excusez-moi, square Tamaret. Mais peut-être que la prochaine fois, ce sera le square Verdrel. Juste... ouais, c'est ça. Oui. Donc, vous rappelez que c'était une demande du groupe d'histoire et d'études de Burel qui avait fait le souhait, effectivement, de pouvoir mettre à l'honneur ce peintre impressionniste Paul Gauguin par l'intermédiaire, effectivement, de ce panneau que nous avons installé au square René Tamarel, face au monument qu'il a peint en 1884. Et donc, ça représente, effectivement, l'église Notre-Dame des Anges. Donc la municipalité de Burel, qui a à cœur de conserver la mémoire de son histoire, a souhaité concrétiser ce projet cette année dans le cadre des Journées du patrimoine et du matrimoine. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer plusieurs fois le groupe d'histoire et nous avons convenu que la ville réglerait 60% des frais occasionnés, l'association 40%. Donc une convention jointe à la présente délibération a été rédigée à cet effet par le service des affaires juridiques, et donc je vous propose d'adopter la délibération transmise. Merci. Est-ce que cela appelle des questions, des remarques? Pas particulièrement. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée à l'unanimité. Pour. Merci Yannick Baudot. La délibération suivante, Xavier Auguel, notre adjoint, étant excusé, je vais la présenter. Donc, avec les communes de Bois-Guillaume et d'Isnoville, eh bien, nous souhaitons mettre en place ce que l'on appelle un relais petite enfance intercommunale en partenariat donc avec la caisse d'allocation familiale, parce qu'effectivement, nous avons un certain nombre d'assistantes maternelles qui se trouvent sur notre territoire. Elles sont nombreuses et elles se sentent parfois un peu isolées dans les décisions qu'elles doivent prendre ou dans l'accompagnement qu'elles peuvent avoir avec les familles. Elles peuvent avoir besoin parfois de formation, de sensibilisation et puis surtout de pouvoir se retrouver. Donc,
La CAF permet effectivement la création la mise en place de ce relais d'accueil de la petite enfance. Mais pour cela, il faut être suffisamment nombreux. Je crois qu'il faut 75 assistantes maternelles pour pouvoir créer ce relais. Et donc, il nous fallait le faire en partenariat avec les communes d'Isnoville et de Bois-Guillaume. Et donc, pour officialiser ce partenariat, je vous propose de m'autoriser donc à signer une convention de participation financière qui définit donc les objectifs qui sont attendus et qui fixe les modalités de financement et d'évaluation de ce fameux relais de la petite enfance avec les assistantes maternelles. Avez-vous des questions, des remarques? Aude, Rani. Merci. C'est vrai que la question de la garde des enfants est vraiment cruciale pour une commune, pour les familles, en termes de retour à l'emploi et aussi pour l'attractivité de la commune. Cette proposition est très intéressante. Est-ce que, alors j'imagine que c'est parce qu'il y a des subventions de la part de la CAF qu'on peut aussi créer cette mise en réseau. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'être plus ambitieux en mettant en place une MAM ou un réseau d'assistants maternels pour aller plus loin et pour pouvoir aussi diffuser l'offre de garde d'enfants sur l'ensemble de la commune, même si on a une crèche sur 2 pôles différents. Donc est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'aider les assistants maternels qui sont déjà présents sur le territoire en mettant en place ces MAM? Nathalie Aucordier va répondre avec sa casquette de conseillère départementale. Juste pour rappeler qu'effectivement, quand on met en place une MAM, c'est un projet individuel. Alors individuel qui se fait collectivement, puisqu'il faut au moins être 3 assistantes maternelles. Donc ça ne dépend pas, bien sûr, de la commune, ça dépend d'un projet personnel, voilà. Avec voilà, une volonté. Alors, on est le département où il y a le plus de MAM, hein, donc voilà. Après, avec une difficulté quelquefois dans la gouvernance, parce que à la fois les parents sont rassurés parce qu'il y a 3 assistantes maternelles, donc il y a aussi ce regard d'autres professionnels. Et puis à la fois sur la gouvernance, quelquefois ça peut être un peu compliqué, parce que ce sont 3 assistantes maternelles et après il y a un leadership et après ça peut être aussi un peu compliqué. Mais en tout cas c'est un système qui fonctionne, mais c'est aussi, ce sont des projets, et il y en a eu sur Biorel, voilà, alors elles se sont arrêtées d'elles-mêmes suite à des dysfonctionnements qui quelquefois sont un peu compliqués. Donc voilà. En fait, quand les projets doivent se monter, ils se montent via le département, hein. Il y a un site qui permet aux personnes d'être accompagnées dans la création d'une MAM. Donc voilà. Pour compléter donc, ce que vient de dire donc, au niveau départemental, moi j'ai retombé au niveau communal, vous dire, je parle sous couvert de ceux qui ont assisté à Annick Bonneau ou Isabelle Bergenot ou bien encore Françoise Lacaille-Lenné à l'analyse des besoins sociaux. Vous savez qu'on est en train d'analyser un peu nos besoins sociaux pour justement pouvoir orienter nos actions en matière d'accompagnement social. Et donc nous sommes au niveau du diagnostic à l'heure actuelle. Et notamment sur cette partie-là, il semble démontrer que l'accueil de la petite enfance est plutôt un point fort de la commune. Nous sommes au-dessus de la moyenne des communes de notre strate en matière d'accueil de la petite enfance. Alors, bien sûr, c'est lié d'abord à nos places de crèche, puisqu'on a une crèche municipale gérée en régie directement qui est importante, mais en plus on a une crèche associative qui est à côté et qui est la crèche du centre social Pernay, dans lequel on a aussi un accompagnement également, des assistantes maternelles donc présentes aussi. Et puis sachez qu'il y a un projet d'une de nos agents de la crèche aussi qui a ce souhait de créer notamment une MAM et que nous allons encourager aussi donc par le biais de son départ de la collectivité, mais en tout cas voilà, on va l'aider aussi plus précisément sur ce type de projet. Bon, il est individuel, mais il concourt en tout cas à permettre un peu plus encore de places de crèches sur notre territoire. Puis enfin, je ne parle pas des crèches privées, d'entreprises qui existent aussi sur notre territoire. Donc c'est vrai qu'on est plutôt un territoire bien doté de ce point de vue-là. Et comme vous l'avez précisé, c'est vrai que c'est important parce que c'est aussi un élément d'attractivité de notre territoire.
Je vais donc mettre aux voix cette délibération, savoir si vous m'autorisez à signer donc ce partenariat avec nos 2 autres communes, et la CAF, qui est contre, qui s'abstient. Donc elle est adoptée à l'unanimité. La délibération suivante est aussi une convention territoriale globale métropolitaine, donc avec la caisse d'allocation familiale. En fait, vous le savez, nous avons un contrat enfance-jeunesse que nous avions ensemble discuté et vous m'aviez autorisé à la signer, donc pour la politique de la jeunesse en partenariat avec la CAF. Aujourd'hui, la CAF a signé en fait à l'échelle métropolitaine, donc elle veut avoir une vision métropolitaine dans sa politique de la jeunesse, et donc cela devient une convention territoriale globale sur des axes autour de la politique de la ville, de l'accès et des droits au logement en particulier, etc. Donc tout ce qui tourne autour de la famille. Et donc l'avantage de ce dispositif, c'est d'avoir une cohérence dans sa politique sur l'ensemble du territoire, d'avoir une réelle simplification aussi dans la relation partenariale qu'elle peut avoir avec nous, avec une simple fiche récapitulative avec quelques données sur les services proposés, les équipements mis à disposition ou qui sont soutenus par la collectivité dans sa politique familiale. Et désormais, le montant alloué dans le cadre de ce contrat enfant-jeunesse devient donc un bonus calculé à l'acte qui vient en complément des prestations de services. Bref, je vous propose donc d'adopter cette convention territoriale globale métropolitaine avec la CAF. Avez-vous des questions, des remarques? Annick Bonneau, oui. Je vais aller dans votre sens. Enfin, les documents que nous avons eus étaient très intéressants justement parce que la CAF a fait une analyse des besoins sur le territoire de Biorel. On le retrouve dans les éléments de diagnostic sur la population allocataire. Ça vient effectivement confirmer ce que nous a dit l'ABS. Je voudrais simplement bien faire remarquer qu'il y a une particularité sur Biorel. Dans ce diagnostic de population, il y a 344 adolescents de 12 à 15 ans et 284 adolescents de 16 à 19 ans. Et c'est là où, effectivement, nous, dans l'ABS, on s'est aperçu qu'on pêchait un petit peu au niveau de la commune. C'est confirmé par le diagnostic que la CAF fait sur la population. Donc si effectivement il n'y a pas trop de problèmes au niveau des jeunes enfants et de leur accueil en crèche ou en garderie, il va falloir effectivement se pencher sérieusement sur les adolescents. Mais bon, les relations avec la CAF sont toujours très intéressantes à avoir. Merci pour ce constat, effectivement. La politique familiale est très développée à Biorel, mais il est vrai qu'à partir de 14-20 ans, c'est toujours une population un peu plus difficile à accompagner. Donc effectivement, on a sûrement du travail à faire dans ce domaine, mais c'est justement l'objet du diagnostic qui va aboutir donc à un plan d'action dans ce cadre. Et on y reviendra bien évidemment. Je mets aux voix donc cette délibération, donc qui est contre, qui s'abstient, donc elle est adoptée à l'unanimité. On passe à la délibération 13 qui porte sur la présentation d'un rapport d'activité de la société Rouen-Normandie Stationnement, vous le savez comme chaque année, au cours de l'exercice 2021, comme les années antérieures. Il s'agit d'une prise d'acte. Avez-vous des questions ou des remarques sur le Rouen-Normandie Stationnement, précisément, stationnement payant à Rouen, qui parfois encourage certains à s'arrêter avant à Biorel pour ne pas avoir à payer, ce qui justifie aussi la mise en place de notre zone bleue, stationnement bleu. Annick Bonneau, oui. Toujours un constat. J'ai cherché quelles étaient les interventions de cette société sur le territoire de Biorel. Apparemment, il y en a relativement peu. C'est uniquement le fait de mettre des voitures en fourrière. En fourrière, hein. Oui. Quelles sont les relations avec cette société et puis la police municipale, notamment au niveau du respect du code de la route ou des stationnements, etc. Elle intervient quand on lui demande d'intervenir, mais après il n'y a pas de relation particulière avec une relation de client-fournisseur, tout simplement. Non, enfin, je voulais faire le relais d'un certain nombre d'habitants de Biorel qui trouvent que le stationnement devient de plus en plus anarchique dans un certain nombre de lieux et empêche une fluidité, notamment des piétons ou des personnes à mobilité réduite. Donc on pourrait peut-être un petit peu plus souvent intervenir et mettre des petits papillons sur les voitures. La verbalisation, alors. Voilà. Très bien.
Je vais mettre aux voix, donc qui est contre cette délibération. Ben non, c'est une prise d'acte. Si, il faut quand même voter. Alors on va voter, donc qui est contre ce rapport, qui s'abstient? Donc nous l'adoptons à l'unanimité. Eh bien, nous passons ensuite aux affaires scolaires, et c'est Christophe Barré qui nous présente cette délibération. Donc, changement de dénomination de l'école élémentaire René Coty en école élémentaire Claudie Aigneret. Dans le cadre de la lutte contre les inégalités entre les hommes et les femmes, nous avons constaté qu'une grande majorité de nos rues et bâtiments communaux étaient désignés par des identités de personnages masculins. Afin d'attribuer aux femmes une place plus importante dans l'espace public, les élus ont choisi de renommer l'école élémentaire faisant partie du groupe scolaire René Coty. L'école maternelle conservera sa dénomination actuelle. Eu égard à son parcours universitaire, professionnel, politique, le nom de Claudie Aigneret est proposé. Par cette démarche, la ville souhaite également, en tant qu'administration publique, rendre hommage à ce parcours de vie exceptionnel. Au regard du rapport qui précède, je vous propose d'adopter la délibération transmise. On rappelle bien qu'une autre partie de l'école reste bien l'école René Coty. Avez-vous des questions ou des remarques? Pas particulièrement. Monique Dubec, il faut prendre le micro. L'inauguration, elle a répondu ou pas, si elle venait? Oui, mais on n'a pas la date, donc en fait, on va essayer de se caler à son agenda, si on veut vraiment qu'elle soit, et on souhaiterait vraiment qu'elle soit présente. Voilà, pour l'inauguration. Elle n'est pas très loin, non? Alors, on va mettre aux voix, donc, qui est contre ce changement de nom, pour donner le nom Claudie Aigneret, qui s'abstient, donc adopté à l'unanimité. Merci Christophe Barré. Alors, nous passons aux finances, cette fois-ci, et je vais donner la parole à Olivier Marical. Oui, merci Monsieur le maire. Alors, il s'agit pour la numéro 15 d'une dérogation repos dominical dans les magasins de vente en détail de vêtements et chaussures sur le territoire de Billorel. Alors, c'est comme les années passées, c'est le magasin Distri Center qui a sollicité une dérogation à la règle du repos dominical pour 5 dimanches pour l'année 2023. Alors, donc, votre avis est requis pour ce type de dérogation et vous avez reçu en annexe le projet d'arrêté municipal. Alors, ces 5 dimanches, je vous rappelle que la métropole a autorisé sur le territoire 8 dimanches. Donc, je vous propose d'émettre un avis favorable et d'adopter la délibération. Avez-vous des questions ou des observations? S'il n'y a pas de questions, de remarques, c'est une délibération récurrente qu'on a chaque année. Donc, qui est contre? Donc, 4, pardon. Alors, 3 contre. Qui s'abstient? Donc, 3 abstentions. Et qui est pour? Merci. Donc, la délibération est adoptée. Délibération suivante, Olivier Marical. Alors, c'est la mise en place de frais de commissionnement en vue du déploiement d'un terminal de paiement électronique, ce qu'on appelle un TPE, dans le cadre des régies de recettes. Alors, c'est afin de simplifier la vie des Billorelais et de moderniser les modes de paiement proposés par la collectivité. La ville a décidé de mettre en place un certain nombre de régies de recettes qui permettent aux usagers de payer directement auprès des agents de la ville et de proposer un paiement par carte bancaire. Puisque à l'heure actuelle, il y a pas, si on voulait payer, il fallait aller à la trésorerie ou envoyer un chèque là-bas. Donc le conseil municipal doit être informé que la mise en place d'un terminal de paiement électronique engendre des frais financiers fixes et variables pour la collectivité en fonction du montant payé par l'usager. Dans la note de synthèse, vous avez le tableau récapitulatif des formules de commissionnement. Donc, je vous propose d'adopter la délibération transmise. Avez-vous des questions ou des observations? Alors, Annick Bonneau, oui. Je vais refaire les mêmes observations que j'avais faites pendant la commission finances. Je vois dans d'autres départements où la possibilité est donnée aux citoyens de payer par Internet, c'est-à-dire par un système impotgouv.fr. On reçoit une facture papier et puis on a les références de l'organisme et puis un numéro d'appel et le virement se fait automatiquement. Il semble qu'en Seine-Maritime, ça n'existe pas et c'est bon. Est-ce que c'est particulier à notre département ou pas? Parce que ça évite des transactions financières par l'intermédiaire d'un tiers et puis ça évite aussi des frais de commission.
C'est toujours un peu étonnant qu'il n'y ait pas une harmonisation des services fiscaux sur la totalité des territoires. C'est vrai, c'est peut-être une question de moyens, une question de compétences, enfin que sais-je. Mais en tout cas, le jour où ça sera possible, je pense que ça sera intéressant effectivement de passer dans ce dispositif. Qu'on ait un terminal en mairie pour pouvoir accéder aux services et que le paiement se fasse en ligne directement. Enfin bon, c'est dans quelques années peut-être. J'espère pas trop tard non plus. Mais ce serait effectivement quelque chose d'intéressant pour... C'est du travail supplémentaire pour les personnes qui sont à l'accueil, avec une responsabilité qui n'est pas toujours facile. Bon. On espère que ça arrivera rapidement. Vous n'autorisez pas les paiements en espèces. Non. Il n'y a que pour les affiches et les cartes qu'il y a la possibilité d'espèces. De plus en plus. D'ailleurs, bon, on peut quand même, oui. Le moins possible. Merci pour cette remarque. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques ou questions? Non. Donc je vais mettre aux voix. Donc qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Donc elle est adoptée à l'unanimité. Je vous propose donc maintenant de passer aux décisions modificatives. Et c'est à nouveau Olivier Marical. Donc merci. Alors cette décision modificative est marquée principalement par l'impact de la hausse du prix de l'énergie dans le budget communal 2022. J'y reviendrai en détail un peu plus tard. Pour l'instant, je vais faire en deux parties. L'ADM, disons, classique, avec les opérations normales. Et en deuxième partie, je reviendrai sur l'énergie. Donc, les modifications. Je vais attendre. Alors, sur le fonctionnement, les dépenses, je vais vous indiquer les principales dépenses significatives apparaissant sur la décision. Il y a l'entretien des bâtiments. Nous avons rajouté 40 000 €. C'est la remise en état de la façade de l'espace Corneille. Dans les autres prestations, nous avons moins 60 000 €. C'est la prestation de service pour la mise en œuvre du nouveau serveur. Alors, elles ont été incluses par le fournisseur dans la facture globale et partie intégrante du serveur. Et en conséquence, elles passent en investissement. La dotation d'amortissement, on a rajouté 61 707. C'est l'ajustement des dotations 2022. Dans le budget communal, plus une plus-value de cession, c'est la cession d'un camion que nous avons réalisé. Les subventions aux associations, 7 750, ça c'est celle que l'on a votée depuis le mois après le vote du budget. C'est les billets, le gala danse, la subvention pour l'Ukraine et le CCL. Au niveau des recettes, les impôts locaux, principalement maintenant la taxe foncière, on a reçu plus 106 340 par rapport au budget primitif 2022. Le FPIC, c'est le fonds de péréquation intercommunale, je crois. Alors ça, c'est la somme arrive à la métropole qui la répartit selon des critères propres à elle. Donc, pour l'instant, le résultat, c'est moins 46 257 pour la ville de Billorel. Mais je ne sais pas le montant original de l'UFPIC qu'a reçu la métropole, donc je ne peux pas m'avancer davantage. Les produits exceptionnels, c'est 98 984 €. Alors, ça concerne un avoir d'Alkia. Il faut savoir que d'Alkia, au moment où on a passé du réseau de chaleur, du gaz au réseau de chaleur, a continué à facturer pendant quelques mois les deux. Donc facturer le gaz et le réseau de chaleur. Donc les services techniques, lors des contrôles des consommations et des facturations, ont relevé cette anomalie et Dalkia, sans problème, nous a fait un avoir quand même de 51 000 €. Alors la CAF, on a touché 21 000 € pour le Covid-19. Si vous vous souvenez, en 2021, la CAF avait, avait complété le manque de recettes que nous avions eu au niveau des crèches. Elle avait complété pour 130 000 €. Alors elle l'avait fait rapidement. Donc en 2022, là, ils ont regardé plus attentivement pour cadrer tout le système. Et on a reçu 21 000 € en plus pour le Covid au niveau de la CAF. Et puis les remboursements d'assurance, c'est Corneille, c'est 14, on a reçu 30 000 de remboursement d'assurance. Je voudrais vous faire noter que la DGF, comme vous avez pu le constater dans la décision, baisse encore cette année puisque l'on perd 5 596 €.
Au niveau de l'investissement, les dépenses, alors le serveur informatique, ça vient avec ce que j'ai dit précédemment, plus 60 000. Les travaux de bâtiment, alors on a rajouté 102 980. C'est la cour de l'école Coty. Alors, sur 2022, on avait une possibilité de financement importante de la CAF. Nous en avons profité immédiatement. Et ce montant-là représente les travaux qui seront réalisés dans la cour de l'école Coty. Travaux d'accueil, ça c'est l'accueil du rez-de-chaussée ici. On a rajouté 13 609 €. C'est les révisions de prix. Je crois qu'il va falloir commencer à s'habituer aux révisions de prix. J'ai dit ça comme ça. Les recettes, le fonds de compensation de TVA qui a été entièrement automatisé maintenant par la DGFiP, on a moins 13 714 €. La dotation 2022, on la retrouve, 61 706. Et la subvention CAF, 90 225, c'est pour la cour de Coty. Je vous rappelle le montant du travaux, 102 980. Donc vous voyez là que le financement très important de la CAF qui est fait. Alors disons que voilà pour la partie classique de l'ADM. Donc maintenant je vais passer à la partie un peu exceptionnelle de l'ADM, c'est-à-dire l'impact de la hausse exponentielle du prix de l'énergie. Alors, tout d'abord, je vais faire un rappel général. Je vous rappelle quand même que l'électricité et le gaz ont pris environ, depuis janvier 2022, à peu près 50% en France, parfois plus, en particulier pour l'électricité. Ça dépend des contrats qui ont été réalisés par les personnes, mais ça pouvait atteindre 100 ou 130%. Les collectivités territoriales, je le rappelle également, ne bénéficient pas du bouclier tarifaire mis en place par l'État. Biorel subit donc totalement et entièrement la hausse du prix de l'énergie. Alors pour l'électricité, là, c'est un cas un peu particulier puisque celle-ci était mutualisée avec la métropole comme chef de file. Nous avions un contrat négocié avec un fournisseur alternatif. Jusqu'à présent, ça ne posait strictement aucun problème. Malheureusement, la métropole nous a avisé en janvier la faillite de ce fournisseur. Donc la métropole a dû, dans l'urgence, trouver un autre fournisseur, mais là, sans tarif négocié a priori. À ce jour, Biorel n'a reçu aucune facture d'électricité. Malgré nos demandes répétées, la métropole reste totalement muette. Il existe donc une très grosse incertitude sur ce poste. Et en fait, on peut penser que la note risque d'être sérieusement salée. Pour le gaz, c'est le contrat avec Dalca qui continue normalement, mais sans blocage de prix. Alors maintenant, spécifiquement pour l'ADM et au niveau de Biorel, en global, nous avons pris la décision de majorer le budget énergie 2022 de 420 000 €. Je rappelle, alors quand je dis de majorer, c'est les sommes que vous avez ici sur l'ADM viennent en plus des sommes qui étaient budgétées. Donc voilà, donc on a rajouté 179 000 pour l'électricité. Le gaz, on a rajouté 218 000, les combustibles 18 000 et le carburant 5 000. C'est une somme que nous n'avions pas évidemment du tout dans les comptes. Il n'y avait pas 420 000 de disponibles. Alors après contact avec la Trésorerie générale et avec leur accord, je le précise bien, nous avons décidé de réduire le versement à la section investissement de l'exercice 2022. Donc voilà, ça c'est avec leur accord. Alors comment avons-nous obtenu les 420 000 On a mis en œuvre 3 moyens. Le premier, on a fait les gains sur les recettes budgétaires au budget 2022. C'est-à-dire que nous avons réalisé dans le budget, il y avait des lignes budgétaires, nous avons réalisé l'investissement et il se trouve que pour certaines lignes, on dégage un surplus en fonction des négociations, des tarifs avec les fournisseurs. Donc là, on a gagné 106 882. Vous avez le détail dans l'ADM. Ensuite, la baisse du virement à l'investissement, on l'a pris 240 000 €. Et nous avons, en troisième lieu, réduit les dépenses imprévues de fonctionnement de 87 514 €. Alors ça fait un peu plus de 420 000 € puisque ça couvre aussi toutes les petites décisions annexes qui apparaissent dans la décision. Pas d'ajustement à l'euro près, donc ne la cherchez pas. Et la somme ajoutée peut paraître énorme. Au départ, sur ces postes, nous avions 429 200. Donc en gros, nous doublons le poste énergie.
Nous doublons ces lignes pour atteindre 849 200 euros sur les lignes énergie. Et alors, par exemple, je tiens à préciser tout de suite qu'il faudra en tenir compte pour le budget 2023 avec les conséquences sur les sommes à investir qui diminueront bien sûr d'autant. Nous espérons toutefois recevoir de l'État et de la métropole sous forme de dotation exceptionnelle une aide. Mais pour l'instant, je ne sais rien. La loi sur le pouvoir d'achat a dégagé une somme pour les collectivités territoriales. Et je crois qu'au dernier conseil métropolitain, la métropole a dit qu'elle allait abonder la dotation communautaire. Donc voilà pour l'ADM, en gros, c'est ce que je voulais vous signaler. Donc, est-ce que vous avez des questions, des remarques de votre part? Merci. Peut-être Annick Bonneau va présenter son vœu, peut-être. Oui, allez-y, intervenez. Ce qu'Olivier Marical vient de dire. Moi, j'aurais bien aimé qu'on supprime une ligne sur la page 125, c'est-à-dire à la fin de cette délibération. Il est marqué « Vu l'avis favorable émis par la Commission des finances en date du 22 septembre ». Nous n'avons pas émis d'avis sur la délibération qui vient de nous être présentée. On a beaucoup discuté au cours de cette commission. On nous avait fait une présentation de dépenses, enfin d'ajustements qui était quand même beaucoup plus impactante pour les budgets d'investissement et notamment pour l'école Coty. Et le document qui intègre donc les nouvelles modifications et le document qu'on a là, on n'en a pas discuté. Le document, les modifications qui ont été faites nous ont été communiquées, si je me souviens bien, le 24 septembre. Mais je tiens à dire quand même qu'au moment de à chaque fois qu'on a des commissions finances, de toute façon, on discute beaucoup, on échange, etc. Je pense qu'il a été tenu compte un petit peu de notre avis, et notamment sur les travaux qui étaient envisagés sur l'école Coty. C'est-à-dire que vous avez diminué beaucoup quand même le montant de l'investissement. Au départ, vous aviez prévu 370 000 euros et là, on retire que 240. Donc, voilà. Alors, c'est ce qui nous a amené à faire un vœu, justement, sur ces dépenses d'investissement. Et bon, je ne sais pas, vous n'avez pas communiqué aux autres membres du conseil municipal le document sur le vœu, donc je suis désolée, mais je vais lire. Oui, oui. Bon, donc c'est une constatation que nous, on fait, donc un vœu qui est émis par les élus de Biorel Ambition Citoyenne. Alors, après ce nouvel été caniculaire marqué par la sécheresse et les incendies de forêt sur une planète frappée par les effets meurtriers d'un réchauffement climatique indéniablement d'origine humaine, il est indispensable de changer de braquet dans les politiques publiques. Les politiques de rénovation énergétique qui ont été menées depuis le Grenelle de l'environnement en 2008 ne sont pas à la hauteur des enjeux, avec des demi-mesures et des subventions coûteuses et peu efficaces. Sur les 700 000 subventions MaPrimeRénov' débloquées en 2021, le nombre de logements sortis du statut de passoire thermique initialement annoncé à 80 000 par le gouvernement a été ramené à 2 500 par un récent rapport de la Cour des comptes. Et ces dispositifs de subvention ont des effets pervers en renchérissant d'autant les travaux concernés. À ce rythme-là, il faudra plus de 1900 ans pour rénover les 4,8 millions de passoires thermiques du pays. Nous n'avons pas tout ce temps devant nous. Et les premières réponses du gouvernement qui rejettent la responsabilité sur les citoyens, qui sont appelés à baisser le chauffage ou à ne pas utiliser la climatisation en dessous de 26 degrés au nom de la sobriété énergétique, ne sont pas à la hauteur du défi climatique. La réponse efficace pour le bâti, c'est avant tout l'isolation des bâtiments qui permet de diminuer immédiatement la consommation d'énergie, d'améliorer le confort, de réduire les dépenses de chauffage ou de climatisation, de sauvegarder le pouvoir d'achat tout en ne participant pas à la dégradation de l'environnement du climat.
C'est pourquoi, à Biorel, et ça c'est notre vœu, la ville se doit d'engager un programme d'isolation thermique efficace de nos écoles et gymnases, qui sont appuyés sur les compétences locales, d'autant qu'elle soutient l'effort de rénovation des copropriétés des maisons individuelles par un allègement de l'impôt foncier. Nous devons être exemplaires, consacrer l'investissement public à ces travaux d'isolation avant tout autre. C'est un engagement que nous devons prendre au regard des enjeux climatiques, sociaux et énergétiques qui nous imposent d'agir sans plus attendre en commençant dès cette année comme prévu pour l'école Coty. Merci de votre attention. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires ou remarques à formuler? Alors, je vais répondre au vœu, et vous l'avez bien signifié, les choses ont évolué depuis peut-être la rédaction de ce vœu, puisqu'on maintient effectivement dans le budget cet investissement que vous citez en conclusion. Bon, d'abord, vous dire que c'est une forme de clin d'œil aussi, c'est-à-dire que vous défendez là finalement un budget que nous avons voté et que vous n'avez pas voté, vous, précisément en début d'année. Sûrement, mais en tout cas vous ne l'avez pas voté, ce budget. Donc vous n'avez pas voté cette ligne budgétaire sur l'école Coty par définition, puisque vous n'avez pas voté le budget. Mais ceci dit, non, c'est pas. Non, je parle du budget primitif. Dans le budget primitif, il y avait cette ligne que vous défendez aujourd'hui, que vous nous demandez de réaliser, mais que vous n'avez pas voté, en tout cas, le moment. Mais enfin, c'est juste un petit clin d'œil en passant. Vous avez raison dans le constat que vous faites dans votre vœu. Et d'ailleurs, je dirais que l'élaboration de notre budget démontre cette prise de conscience aussi de notre part, comme de la vôtre, de cette urgence climatique. C'est-à-dire que l'orientation budgétaire était bien de dire il faut dégager un maximum de fonctionnement pour pouvoir réaliser ces opérations de renouvellement, de performance énergétique. Et jusqu'alors, on était plutôt, Jocelyne Brochard, sur peut-être un peu de saupoudrage. On essayait de satisfaire un peu tout le monde dans nos bâtiments communaux. Et là, nous nous étions dit, faut mettre plutôt le paquet sur une école, puis de les faire les unes après les autres, parce qu'on ne peut pas évidemment tout faire en même temps, et puis d'améliorer très sensiblement la performance énergétique d'un bâtiment. Donc on était effectivement dans cette démarche-là au départ. Sauf qu'il faut se remettre dans le contexte. Nous étions en début d'année et nous ne savions pas à ce moment que nous allions avoir des hausses exponentielles de nos charges de fonctionnement à hauteur donc de 420 000 euros qui allaient évidemment nous impacter sur l'équilibre budgétaire. Parce qu'à contrario de l'État, les collectivités locales sont obligées d'équilibrer leur budget. Et donc, il a fallu faire des choix. Et ces choix, évidemment, ils ne sont pas faciles à faire. Alors, on s'est d'abord tourné sur les investissements qui n'avaient pas encore été engagés pour pouvoir éventuellement arbitrer sur ces investissements. Et donc, au départ, puisque cet investissement-là, structurant, qu'on a l'intention de réaliser, n'était pas inscrit, dans un premier temps, nous l'avons retiré, effectivement. Et puis, au moins, les commissions servent à quelque chose. C'est que la commission finance s'est interrogée sur cet arbitrage qui avait été fait et finalement a fait une autre proposition. Alors c'était difficile de refaire une commission finance après coup pour dire finalement on a tenu compte un peu de ce qui a été dit pour pouvoir le faire. Voilà, dans la méthode, oui, vous pouvez nous dire ce qu'on a eu au moment de la commission finance, c'est pas ce que vous nous montrez au conseil municipal. Mais justement, c'est parce qu'entre deux, on a pu débattre les uns les autres dans les commissions, et puis nous en réunion de groupe, pour tout vous dire, pour se dire, effectivement, c'est quand même l'urgence climatique nous impose d'inscrire nos investissements malgré tout et de faire en sorte, même si on les décale dans le temps, de les réaliser. Donc c'est effectivement ce que nous allons tenter de faire, de l'inscrire finalement sur 2 exercices au lieu d'un seul. Donc on a donc effectivement diminué cette dépense. On espère l'année prochaine pouvoir la réinscrire pleinement dans son enveloppe nécessaire à cette réalisation de l'école Coty. Mais tout dépendra, évidemment, l'année prochaine, de notre capacité à avoir un autofinancement qui nous permette de le faire. Et pour cela, je me tourne aussi vers l'État,
qui, dans sa loi de finances, ne semble pas véritablement aider les communes sur leur fonctionnement. Je me tourne vers la métropole, qui, elle, va augmenter un peu sur cet exercice-là, mais je ne sais pas l'année prochaine si elle le fera, la dotation de solidarité communautaire. Vous savez qu'elle nous verse une dotation de solidarité qui dépend d'un certain nombre de critères, qu'elle va proposer en augmentation de, je crois, pour la commune de Biorel, de 32 000 euros. Je crois que c'est à peu près ce qu'elle va... en tout cas, à l'échelle de la métropole, c'est 2 millions d'euros supplémentaires pour les 71 communes. Mais en réalité, on le voit bien, si pour Biorel, c'est 30 et quelques mille euros, ça ne va pas combler nos 420 000 euros qu'on a en surplus de factures. Je rappelle bien que c'est le surplus de ce qui avait été évalué en début d'année et qui était raisonnable. Donc, évidemment que il faut réaliser ces investissements, d'autant qu'ils sont vertueux puisque, un, ils vont être subventionnés par d'autres collectivités qui sont dans la même politique, et deux, ils vont nous diminuer nos factures énergétiques. Donc on a tout intérêt à le réaliser, ces investissements. Mais on ne pourra les réaliser que si on a la capacité de le faire, et si on arrive effectivement à une certaine sobriété énergétique dans l'ensemble de notre patrimoine communal. Et c'est tout l'enjeu, finalement, et je me tourne vers Jocelyne Brochard, mais aussi vers tous les utilisateurs, vers l'ensemble des adjoints, à l'éducation pour les écoles, au sport pour les gymnases, le centre Gascard pour Nathalie Lecordier. Il faut à tout prix que nous sensibilisons l'ensemble des utilisateurs de nos bâtiments pour passer à cette sobriété énergétique. Si on n'a pas mis le chauffage cette semaine dans les bâtiments et dans les écoles, il y a bien une raison. C'est parce que justement, nous voulons limiter. Alors ça ne suffira pas, je le sais bien, et c'est la raison pour laquelle il faut maintenir des investissements en la matière, et c'est ce que nous souhaitons avec la plus grande force possible. Et c'est ce qui vous est proposé ce soir dans cette décision modificative, c'est malgré tout de maintenir ces investissements, certes qui vont être décalés dans le temps, parce que nous n'avons pas la capacité de le faire en une fois, mais en tout cas, la discussion, le débat que nous avons eu ensemble et avec vous, fait qu'aujourd'hui, nous sommes en capacité d'équilibrer notre budget tout en maintenant des investissements importants dans nos décisions modificatives. Voilà ce que je voulais vous dire donc, sur ces décisions. Je vais vous proposer Annick Bonneau. Oui. Apparemment, il y a des informations au niveau de l'État qui arrivent sur les nouveaux budgets. Apparemment, il y a une enveloppe supplémentaire financière importante qui va permettre l'aide à la rénovation du bâtiment public. Donc, on devrait pouvoir en récupérer s'ils tiennent leurs engagements. Annick Bonneau, c'est pas ça encore. Oui, mais moi, j'ai besoin d'être aidé aussi sur le fonctionnement. Parce que si je ne suis pas en capacité d'investir, l'État peut me dire qu'il va m'aider, mais moi, si je ne suis pas capable de payer la différence, parce que, imaginons un bâtiment ou un investissement qui fait 100, et que l'État me dit, mais moi, je vous en finance 30%. Et la métropole peut même me dire, j'en finance 20%. J'arrive à 50%, mais les 50% restants, il faut bien que je les dégage de mon budget de fonctionnement. Si je ne suis pas en capacité de dégager de l'investissement, je pourrais toujours avoir l'État qui me dit, mais faites-le, puisque je vous aide. Mais si moi, je ne peux pas le réaliser, ça sera ça la difficulté pour l'année prochaine. Donc moi, j'aime autant, et je demande à l'État, et surtout à la métropole aussi, de m'aider sur le fonctionnement également, ce qui me permettra de dégager de la capacité à investir. On a eu les délibérations qui vont être discutées à la métropole au niveau du 3 octobre. Il y a de nombreuses délibérations, justement, qui sont prévues pour le soutien à la rénovation thermique des logements aussi dans ces délibérations du 3 octobre. Oui. Donc, ça devrait aller dans le bon sens. On souhaite totalement s'y inscrire. Oui, il y a quelque chose. Et je peux même vous dire dès maintenant que je les voterai, moi, ces délibérations au Conseil de la métropole, en tant que représentant de la commune de Biorel. Bon, il y a quelque chose qui nous a un petit peu choqué aussi au moment de la commission finances. Enfin, bon, c'est pas du tout de votre fait. Que la métropole qui a pris en charge effectivement l'électricité, enfin les achats d'électricité groupés, etc. Ça serait quand même indispensable qu'elle, quand elle va donner effectivement le montant à payer, qu'elle indique aussi les consommations, le détail des consommations. Apparemment, vous avez un mal de chien à récupérer ces informations-là. Comment est-ce qu'on peut mesurer les efforts que l'on fait si on ne connaît pas la consommation de l'année dernière, la consommation de l'année prochaine ? Donc il faudrait peut-être aussi insister auprès d'eux de façon à ce qu'ils soient un petit peu plus clairs dans les informations qu'ils vous donnent. Parce que c'est inadmissible de ne pas avoir la quantité de... Tout à fait d'accord avec vous. Et d'autant plus l'éclairage public qui a été éteint pendant la nuit, on n'a aucune information sur l'impact financier que ça peut avoir. C'est quand même bizarre.
J'aimerais Oui. bien, Mais quand la lumière est éteinte la nuit, j'aimerais bien dire, bah, d'accord, je vois les étoiles, c'est super, mais en plus de ça, je fais des économies sur le budget. Mais apparemment, on n'a pas cette information-là. oui, Donc quand économie qui vous ne allez profite siéger pas à la commune métropole, directement. demandez-les de vous les transmettre. Mais je le demanderai. C'est pas prévu pour faire des économies sur le budget de la commune de Billorel. Au départ, les économies réalisées doivent servir à changer les candélabres et à mettre au passage en LED, quel que ça a été dit au départ par la métropole. Enfin bon, Donc c'est ça n'est c'est en nous qui aucun payons cas, les impôts. ça ne touche le... Ça évitera peut-être qu'on en paye encore plus. Mais hein, c'est surtout peut-être. pour mettre des nouveaux candélabres avec des LED. C'est bien dommage. Donc, je pense qu'on reviendra effectivement notamment sur la gestion déplorable de la métropole sur cette question énergétique, qui a d'ailleurs abouti à la démission de la première vice-présidente de la métropole quand même. Hein. Donc, qui a abouti à une crise politique, oui. Mais oui, tout à fait. Donc, voilà, si la métropole savait mieux gérer finalement ces problématiques, elle pourrait peut-être plus facilement aider les communes qu'elle ne le fait à l'heure actuelle. Voilà, je vais donc mettre aux voix ces décisions modificatives. Donc, qui est contre ces décisions modificatives? 6. Qui s'abstient? Alors, je dis 6. Monique Bonneau... Monique Dubec, pardon. Et sortie de séance, donc je considère qu'il y a 5, elle n'a pas laissé de pouvoir. Ah, pardon. Voilà, mais je ne le savais pas, voilà. Donc, je considère qu'il y a 6 votes contre les décisions modificatives proposées, qui s'abstient et qui est pour. Eh bien, les décisions modificatives sont adoptées. Quelques informations avant de clôturer ce conseil municipal. D'abord, vous dire que le prochain conseil municipal aura lieu le 15 décembre prochain. Que vous le voyez, cette fin d'année est compliquée en termes budgétaires. Donc, je vous proposerai de décaler le débat d'orientation budgétaire au début de l'année, alors que habituellement nous tentons de le faire en décembre. Donc, nous décalerons le débat d'orientation budgétaire pour avoir un peu plus d'informations. Et donc, le vote du budget interviendra fin mars. Alors, je n'ai pas la date précise à vous donner. Mais en tout cas, voilà, on va décaler le débat d'orientation budgétaire et puis le vote du budget. Vous dire aussi qu'il y a une réforme du 1er juillet 2022 sur la publicité des actes des collectivités locales qui a entraîné 2 modifications concernant vos signatures des conseillers municipaux. Le feuillet de clôture de la séance est désormais uniquement signé par le maire et le secrétaire de séance, Céline. Ce feuillet comporte la liste des délibérations ainsi que les noms des conseillers présents, absents ou absents excusés et qui ont donné leur pouvoir. Et puis le procès verbal est dorénavant et également uniquement signé par le maire et le secrétaire de la séance précédente. Voilà, c'est pour vous donner un peu les raisons pour lesquelles vous signez ou vous ne signez plus. On arrive au bout. Annick Bonneau, une question supplémentaire? Je voudrais qu'on remercie, nous, tous les conseillers municipaux, la personne qui est au service finance. Marion Toc, qui est toute seule pour faire ces documents compliqués, et grâce à qui on a une note explicative qui est quand même particulièrement bien rédigée. Oui. Oui, tout à fait. Vous l'aviez dit déjà au moment de on l'avait l'élaboration déjà du dit, budget. Mais en plus, elle est toute seule. Voilà. Alors, chapeau, quand même. heureusement, on a trouvé quelqu'un au centre de gestion qui va assurer une forme d'intérim. En tout cas, en attendant la nouvelle arrivée. Donc, effectivement, on est dans une situation un peu difficile à l'heure actuelle au niveau du budget qui est tendu, en tout cas. Donc, merci de lui rendre hommage, effectivement. Ça lui sera transmis. Nous arrivons au bout de l'ordre du jour. Je vous remercie encore de votre participation et vous souhaite une bonne soirée. Je clôt ce conseil municipal.